La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, le séjour du président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, à Washington, où il a pris part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Le chef de l'État était l'invité spécial à cette session. Au sommaire, également, la conférence publique sur la place des semences paysannes au Togo. Un débat pour ressortir l'importance de ces semences dans la souveraineté alimentaire et les défis auxquels elles font face. Ce 15 octobre est commémorée la journée mondiale du lavage de mains. La mauvaise pratique tue environ 14 000 enfants par jour. Nous verrons dans ce journal comment bien se laver les mains pour éviter certaines maladies. Dossier à suivre dans un instant. Et puis, c'est parti pour la deuxième édition de la Fabrique de Fiction, une rencontre internationale d'écriture dramatique et de création théâtrale. C'est du 14 au 22 octobre 2022. Plus de détails en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, était à Washington où il a pris part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Invité spécial à cette session, le chef de l'État a eu une série d'activités inscrites à son agenda. Joseph Amigan. Le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, a eu une série d'activités inscrites à son agenda en qualité d'invité spécial aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À Washington, le chef de l'État s'est entretenu au siège du Fonds monétaire international avec la directrice générale de l'institution, Mme Kristalina Georgieva. Les échanges ont notamment porté sur le financement des actions de développement dans un contexte économique mondial et régional marqué par une superposition de crises ayant un impact sensible sur le coût de la vie. Les performances appréciables de l'économie togolaise ont été relevées et seront soutenues par des partenaires en développement afin de maintenir la dynamique de croissance inclusive en dépit de la conjoncture actuelle. La résilience face au choc systémique a également été au cœur d'une rencontre de haut niveau sur le renforcement de la sécurité alimentaire, au cours de laquelle le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, a délivré une adresse introductive. L'expérience du Togo et le leadership du chef de l'État ont enrichi les réflexions des institutions de Bretton Woods au cours de ces assemblées annuelles. En marge de ses interventions sur les thématiques d'actualité, le président de la République a eu des échanges avec plusieurs personnalités et représentants d'organisations qui entretiennent des relations de coopération avec notre pays. Cette coopération multiforme a été réaffirmée au cours des échanges entre le chef de l'État, Faure Essosimna Gnassingbé, et David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Le président de la République s'est félicité de l'accompagnement des institutions de Bretton Woods dans la mise en œuvre des réformes et les réalisations des projets dans différents secteurs de développement économique et social en lien avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le directeur général de la Société financière internationale, Maktar Diop, s'est également entretenu avec le président de la République autour des questions d'énergie, du numérique, des infrastructures sociales, notamment la construction de logements à coût abordable et des chaînes de valeur agricoles.
Le chef de l'État, Faure Sozmnanya Singbe, a eu également à échanger le 13 octobre 2022 à Washington avec Mme Alice Albright, directrice exécutive de Millennium Challenge Corporation. La rencontre à laquelle ont assisté la délégation accompagnant le président de la République togolaise ainsi que des cadres de l'organisme américain a été l'occasion d'évoquer l'état d'avancement du partenariat Togo-MCC. En marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le président de la République, Faure Sozmnanya Singbe, a participé à des discussions de haut niveau en partageant l'expérience togolaise avec l'ambitieux projet de digitalisation de notre pays, Togo Digital 2025, qui a mobilisé d'importants investissements pour la réalisation d'infrastructures numériques des plus modernes. Alors, Kwesa Yovodevi, que retenir du séjour du chef de l'État Faure Sozmnanya Singbe à Washington? Eh bien, merci. Disons tout simplement qu'il est important que le président de la République fasse ce voyage. Et pour faire simple, c'est un voyage utile et bien nécessaire pour plusieurs raisons. La première, c'est un honneur qui est fait à notre pays. Le président de la République est le premier chef d'État à être convié aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale post-Covid-19 en qualité d'invité spécial. La précision est importante. Deuxième raison, il s'agit de renforcer la coopération avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Société financière internationale, qui sont de très grands partenaires de notre pays. Et je voudrais à l'occasion souligner ici que le Togo entretient de très bons rapports avec ces institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je peux vous donner quelques exemples s'agissant du portefeuille de la Banque mondiale chez nous. Elle finance 16 projets au Togo pour un montant global de 795,63 millions de dollars. En 4 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2022, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo a connu un accroissement significatif. En termes de chiffres, il passe de 236,8 millions de dollars à 917,5 millions de dollars, soit un accroissement de 287,5%. Ce bond très significatif est évidemment le fruit des réformes réussies menées par le Togo dans plusieurs domaines, notamment l'amélioration du climat des affaires. Alors, quels sont les domaines couverts par ces projets? Nous avons les secteurs des infrastructures, du développement durable, du développement humain, de l'économie et de la compétitivité. Et ce n'est pas tout. Les financements de la Banque mondiale touchent également le projet service de santé essentiel de qualité pour couverture sanitaire universelle dont l'objectif est d'améliorer les soins de santé essentiels, la nutrition ainsi que la qualité des soins pour les femmes enceintes, les enfants et les populations vulnérables. Nous pouvons citer aussi le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base. Ce projet vise à améliorer la qualité, l'accès équitable à l'éducation de base, en particulier pour les filles dans les zones ciblées et renforcer la gestion du système éducatif. Sur la liste des projets financés par la Banque mondiale, nous retenons également le projet de renforcement de l'état de préparation du système de la riposte d'urgence à la Covid-19, dont l'objectif est de prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la Covid-19 et renforcer le système national de préparation de la santé publique au Togo. Le projet d'infrastructure et de développement urbain, grâce auquel l'État togolais peut améliorer l'accès à des infrastructures urbaines et aux services de base dans les villes sélectionnées et renforcer la capacité institutionnelle des villes participantes en matière de planification et de gestion urbaine, figure également sur la liste. Idem pour le projet filets sociaux et services de base qui permet au Togo d'accroître le revenu et la consommation des ménages ciblés et leur capacité à faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Sans oublier le projet de réforme d'investissement dans le secteur de l'énergie au Togo, dont l'objectif est d'améliorer la performance opérationnelle du secteur de l'électricité et accroître l'accès à l'électricité dans la capitale. Comme vous le voyez, la liste est bien longue. À cela s'ajoute un appui budgétaire en cours de préparation d'un montant de 100 millions de dollars pour la première opération. La visite du président de la République à Washington avait un autre but. Il s'agit d'accélérer le démarrage des projets en cours de préparation, notamment le projet pour accroître la connectivité
connectivité digitale et l'accès à l'électricité, le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne, le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain. Et j'oubliais le programme de modernisation et de renforcement de capacité de l'administration publique pour la délivrance des services au Togo. Sur un autre plan, le président de la République est un acteur majeur dans la résolution des crises actuelles que connaît notre sous-région, notamment la question du terrorisme. À ce sujet, la Banque mondiale contribuera à la mise en œuvre du programme d'urgence de la région des Savanes à hauteur de 20%, une initiative qui est à saluer. Sont concernés le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base, ainsi que le projet de services de santé essentiels de qualité et de couverture sanitaire universelle. Nous pouvons citer aussi le projet de filets sociaux de base, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest et le projet d'infrastructure et de développement urbain et le projet de corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey. Le président de la République s'est félicité de cet accompagnement appréciable des institutions de Bretton Woods dans la réalisation des différents projets de développement économique et social en lien avec la feuille de route gouvernementale. Au niveau sous-régional, le programme avec le FMI est porté par le Togo, qui assure la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. À ce titre, le chef de l'État a saisi l'occasion de sa visite à Washington pour défendre les intérêts économiques de notre sous-région et fait le plaidoyer pour un soutien accru de la Banque mondiale en faveur des programmes visant à renforcer la résilience de nos pays et de nos populations face aux crises sécuritaires et aux menaces à la paix. En tant qu'invité spécial à Washington, le président de la République a pris part aux discussions de haut niveau sur les thématiques qui sont fortement d'actualité, à savoir la sécurité alimentaire et l'accès aux engrais et le développement numérique en Afrique. Au chapitre des audiences, il a eu évidemment des échanges avec plusieurs personnalités. Alors, comme on le voit, le séjour du président de la République là-bas, à Washington, pour nous résumer, est une visite aux élans diplomatiques, mais aussi et surtout économiques. Voilà donc l'essentiel du séjour du chef de l'État fort Essosim Nanya Singbe à Washington. Merci, Kwessan Yovodevi. Le Togo veut recenser sa population et son habitat. Des chefs traditionnels et leaders religieux ont été sensibilisés sur le processus. L'ambition recherchée par le gouvernement est de faire de ces leaders d'opinion des relais auprès des populations. Et toute la population togolaise est appelée à se mobiliser pour la réussite de cette opération de recensement. Au sortir de cette réunion, certains leaders d'opinion se sont prononcés sur le sujet. Propos recueillis par Yata Aratem. Un rôle. Tout le monde a compris le sens de ce recensement. Le recensement est capital. Parce qu'il porte sur la vie de la nation. Sans recensement, on ne peut pas estimer les populations que le pays possède pour faire son plan de travail. Donc, il est très important que toute la population soit au courant du bénéfice de ce que les gens viendront faire. Le recensement, c'est un devoir civique. Aujourd'hui, c'est pour un développement social. Et le recensement de cette année, de 2022, doit recouvrir beaucoup d'aspects sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'habitat. Et les données de ce recensement serviront de moyen de planification et ça permettra que l'État puisse savoir toutes les difficultés sociales que nous avons dans nos milieux respectifs. Nous savons tous que le gouvernement a pris des engagements pour mener à bien le développement harmonieux de notre pays. Nous, les églises, surtout les pasteurs, nous applaudissons cela et nous allons sensibiliser la population, nos chrétiens, allez vous faire recenser afin que réellement on connaisse notre état social, puisque dans chaque localité, on doit déterminer les besoins, les manquements, les écoles, les hôpitaux, même dans le domaine de l'eau potable, de l'électricité. Vous voyez que ça va de soi vraiment pour l'intérêt de la population.
Nous l'annoncions en titre. Après 6 jours de travaux, la directive communautaire sur la TVA a été validée par les experts des États membres de la CEDEAO, l'UEMOA et de la Mauritanie. Objectif, harmoniser la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, dans la zone CEDEAO. Carmen Madiakapo. Le projet de directive communautaire sur la TVA vient d'être validé par les experts des États membres de la CEDEAO et de l'UEMOA. Après 6 jours de travaux, les participants ont pu examiner le projet et apporter les améliorations nécessaires pour permettre d'harmoniser la TVA, l'impôt LIDER, dans l'espace communautaire et donner la possibilité aux États de mieux recouvrer cette taxe. On a fait des amendements majeurs qui permettent aujourd'hui d'élargir l'assiette de la TVA. Cela veut dire quoi? On a fait en sorte que la liste de certaines exonérations qui n'étaient pas des exonérations, si vous voulez, qui étaient justifiées, et soit en fait cette liste soit vraiment revue et aussi donner beaucoup plus de possibilités aux États. On a mis un peu de flexibilité dans nos règles, de manière à ce que les États puissent avoir plus de possibilités pour collecter davantage de ressources en matière de taxes sur la valeur ajoutée. La TVA représente aujourd'hui au moins 30% des ressources du gouvernement. Pour l'Office togolais des recettes, OTR, l'adoption de cette nouvelle directive permettra à l'administration fiscale togolaise d'être plus efficace. Cet impôt étant un impôt leader sur lequel les États comptent mobiliser les ressources pour le financement des besoins, on peut encore l'utiliser pour agir sur le revenu des ménages en vue d'alléger certaines dépenses à nos populations. La directive va fixer des fourchettes et nous allons rester dans ces fourchettes-là pour internaliser dans le Code général des impôts afin de l'appliquer aux contribuables togolais. Le projet de directive communautaire sur la TVA qui vient d'être approuvé par les experts à Lomé sera présenté au directeur des administrations fiscales de la CEDEAO et de la Mauritanie en novembre prochain. Le mois du consommé local est officiellement lancé. L'heure est à la promotion des produits locaux, la fabrication du pain à base de la farine de manioc, sorgho et soja. 15% de ces farines seront mélangées avec celles du blé. Pourquoi les 15% et pour quel avantage? Précision Silver Aboudou. De la farine de blé en plein traitement dans cette unité pour la fabrication du pain. La particularité, l'intégration de la farine locale avant la fabrication, soit 15% de la farine de soja, du manioc ou du sorgho. C'est la farine de blé qu'on est en train de tamiser. Après cela, nous allons tamiser aussi la farine locale et nous allons mélanger ça à 15%. L'introduction des 15% de la farine locale revêt donc d'une importance capitale. Les 15% ont été adoptés officiellement au Togo par rapport à un test d'acceptabilité qui a été fait sur l'ensemble du territoire et les consommateurs ont apprécié le taux de 15%. En plus, lorsque vous voulez augmenter ce taux ou faire à base de farine 100% locale, il faut d'autres technicités ou d'autres éléments qu'on doit introduire dans ces farines locales-là pour avoir du bon pain. L'idée, c'est d'aller vers la fabrication du pain local à 100%. Mais les études se poursuivent pour développer une technicité et mettre en place un dispositif visant la réussite de cette fabrication. On n'a pas encore cette technicité et ces produits qu'il faut intégrer. C'est pour ça, pour le moment, on est encore à 85% de blé. C'est élevé, mais c'est un début, comme on dit chez nous. Lorsque vous êtes couché, vous voulez vous lever, il faut d'abord vous asseoir avant de vous mettre sur les deux pieds. Donc petit à petit, on va augmenter ce taux-là. Mais notons que lorsque vous voulez faire des produits de pâtisserie, vous pouvez utiliser 100% de farine locale. Mais en attendant, il s'agit de faire acquérir ce mélange de 15% de la farine locale aux farines de blé pour permettre aux femmes de mieux développer cette stratégie. Ces boulangères sont maintenant appelés à aller dans les régions et à démultiplier cette formation dans les régions. L'acquisition de cette pratique est un engagement de Wadel focalisé dans la promotion des produits locaux. Sa vision, valoriser davantage les produits et encourager la consommation locale.
la production du pain local est un levier pour promouvoir le développement des cultures que nous avons choisies, notamment le sorgho. Et quand nous parlons du sorgho, il s'agit du sorvato 1, un sorgho blanc que d'ailleurs beaucoup de consommateurs ne connaissent pas, et qui est une culture négligée. Et donc, quand on va produire le pain à base de farine de sorgho blanc, ça va booster justement cette production-là. Il y a aussi le manioc et aussi le soja. Et le soja aujourd'hui, il y a un fort engouement pour sa production, mais très souvent une bonne partie est exportée. Justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de transformation sur place. Et nous croyons qu'avec la production du pain local à base de soja, ça va faire que la valeur ajoutée qui est expédiée à l'extérieur par rapport au soja va être plutôt captée par le marché national. La finalité, c'est de parvenir à la fabrication du pain local à 100% dans les différentes boulangeries au Togo. La Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain a organisé une conférence publique sur la place des semences paysannes dans les politiques agricoles et semencières au Togo. Un débat pour ressortir l'importance de ces semences dans la souveraineté alimentaire et les défis auxquels elles font face. Christine Pechekialoudé. Premier maillon de la chaîne alimentaire, les semences paysannes ou de ferme sont aujourd'hui menacées de disparition. Celles dites améliorées prennent le dessus. Le sujet fait objet de débat à cette conférence publique initiée par Copagène, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Nous ne sommes pas contre les semences améliorées, mais nous voulons que cette amélioration provienne des semences paysannes. Qu'on ne nous importe pas des semences soi-disant qu'elles sont améliorées, alors que nous rendons nos exploitants agricoles dépendants de ces semences-là. Récolte de 0,3 à 0,5 tonnes à l'hectare contre 6 tonnes pour les semences améliorées ou performantes. Il est clair, les semences de ferme participent à la préservation de l'environnement, sont moins rentables et ne pourraient répondre aux besoins alimentaires sans cesse croissants. Dans le dispositif actuel, on peut faire côtoyer les deux types de semences. Je veux parler des semences de ferme et les semences de variétés améliorées. Les semences de variétés améliorées ne veut pas dire du coup OGM. Pour Sando Nyasingbe, maraîcher, ces échanges ont un intérêt crucial. Cette discussion nous permet de voir quelle place on peut accorder. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui tirer un produit de quelque part et on oublie d'où. C'est-à-dire on oublie l'origine. Je pense qu'il y a une volonté au niveau du ministère par la direction des semences pour qu'on puisse commencer à travailler parce que nous avons fait des propositions. Le débat posé par la Copagène s'inscrit bien dans le mois du consommé local, les journées de la femme rurale et de l'alimentation célébrées respectivement les 15 et 16 octobre. C'est aujourd'hui la journée mondiale du lavage de mains. La bonne pratique nous évite des maladies, surtout diarrhéiques. Chez les enfants, 14 000 en meurent chaque jour. L'occasion de rappeler l'importance de ces gestes simples qui sauvent 15 secondes au minimum pour bien se laver les mains. Un dossier que nous propose Clarisse Atticlé. Les mains sales sont responsables de maladies qui se manifestent par des diarrhées et des vomissements chez les enfants comme chez les adultes. L'hygiène des mains est fortement recommandée pour les prévenir. Il faut donc régulièrement se laver les mains, surtout à des moments critiques. Lorsque je reviens des toilettes, je dois me laver les mains. Avant de manger, je dois me laver la main. Avant de faire la cuisine, je dois me laver les mains. Après avoir, par exemple, manipulé les fessiers des enfants, il faut se laver les mains. Voilà quelques moments critiques. Depuis 2014, un focus a été mis sur le lavage de mains et avec l'avènement de la Covid, de l'ASA, on a reconnu le lavage de mains comme un geste vraiment à promouvoir. Geste simple, mais qui sauve. La pratique du lavage de mains est au cœur de la prévention de plusieurs maladies. Elle réduirait de 44% l'incidence des maladies diarrhéiques chez les enfants. Il faut voir le nombre d'enfants qui décèdent par jour. 1400 enfants par jour. Si le lavage de mains seul peut réduire l'incidence de ces maladies diarrhéiques, vous voyez pourquoi on dit souvent que le lavage de mains est un geste simple qui sauve surtout les enfants. Pour prendre à bras le corps ce problème de santé publique,
La direction de l'hygiène et de l'assainissement de base mène des sensibilisations et des séances de formation sur la meilleure façon de se laver les mains. Je mouille suffisamment la main. Après, je vais mettre du savon. J'essaie de passer suffisamment le savon sur la main. Et ensuite, je vais essayer de frotter toutes les parties en insistant sur les points névralgiques entre les doigts, les parties, les espaces interdigitaux, ensuite le dos de la main, vice-versa, les bouts des doigts qui sont souvent oubliés. Ensuite, vous avez cette partie, la partie externe de la main, le pouce. Si toute la main est suffisamment lavée, nous allons rincer proprement. Nous prenons le temps de bien le faire avec un minimum de 15 secondes. Voilà, vous avez les mains bien propres. De bonnes pratiques donc à adopter pour éliminer les microbes transportés souvent par les mains. L'appel est lancé une fois encore ce 15 octobre, journée dédiée au lavage de mains à travers la planète. Partons maintenant pour le Grand Pendjal dans la région des Savanes. La communauté de Mandouri est en joie pour la réalisation d'un pont dans leur localité sur une longueur de 200 mètres. Le taux d'exécution des travaux est à 90%. Très bientôt, la réception de cet ouvrage. Gérard Laboudou. La traversée de la rivière Pendjal, symbole d'un véritable calvaire, que ce soit en saison sèche ou encore en période des pluies. Même ces ouvrages en construction sont parfois impuissants face à la force de cette ressource naturelle. Mais la reprise des travaux en mai dernier a permis d'atténuer les difficultés souvent rencontrées par les populations. Nous sommes à 2 km de la frontière avec le Bénin, côté Est Togo. Avant, on passait, le pont n'est pas encore arrangé. Nous, on prend la pirogue, passer, aller prendre notre marchandise. C'était difficile pour avancer vers ou bien Bénin ou bien Pantali pour arranger ce qu'on va aller faire et encore retourner. C'était en 2021, je suis allée à Mandouri d'abord. Et ça nous prenait du temps. Maintenant, avec une heure comme 30 minutes, on peut aller. Et avant là, c'était avec pirogue. Et moi aussi, j'avais peur de l'eau. 4 mois après la reprise des travaux, et les usagers saluent la volonté manifeste qui accompagne la politique de développement prônée par le chef de l'État, Faure Essos Mnangagwa. Maintenant là, si on passe, ça ne nous gêne rien. Ceux qui ont arrangé comme ça, là, on les remercie. On est content sur le pont là. Nous, on n'était pas sûrs, mais qu'on peut avoir ce pont là. On n'était pas sûrs. Parce que le fleuve là, regarde, il y a comment tout blindé. Donc, pirogue, on te prend encore 500 000 francs. Avec la moto, tes bagages, des fois même l'eau m'a porte où il y a parti. Maintenant, voilà, on est sur le pont. Tiki déjà, à lui que tu viens, tu montes déjà, tu es encore au marché. Tiki du marché encore, tu es à la maison. Et chaque jour encore, il y a encore la sécurité sur la voie encore. Et on est toujours sur la même voie. Et le président au nord, je suis même, on le félicite beaucoup, beaucoup même. L'ouvrage s'étend sur environ 200 mètres et s'ouvre sur la ville de Mandouri et ses principaux centres commerciaux. Un véritable cordon qui renforce également la coexistence transfrontalière. Les échanges sont fluctuants. Même quand il n'y avait pas le pont, il y avait toujours ces échanges-là parce que c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes traditions, c'est les mêmes familles. Et donc aujourd'hui, grâce à ce pont, les échanges deviennent plus faciles. Les familles se retrouvent ensemble. Et la coopération transfrontalière également est renforcée. Aujourd'hui, avec la commissaire du Bénin, nous échangeons beaucoup. Et grâce à ce pont qui nous permet d'aller et de venir sans difficulté. Et nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci au chef de l'État qui a mis tous les moyens en œuvre pour que ce pont soit réalisé. Aujourd'hui, les travaux sont exécutés à plus de 90%. Et la réception de l'ouvrage s'annonce imminente pour tourner définitivement les pages sombres écrites par la rivière Pendjal.
Actualité dans le reste de l'Afrique, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est désigné président de transition jusqu'à l'élection de 2024. C'était lors des assises nationales ce 14 octobre, en présence de 300 représentants de l'armée et des organisations coutumières et religieuses notamment. Sa nomination à la tête de la transition du Burkina ne faisait guère de doute tant son nom revenait en boucle. Parmi ses partisans d'abord, massés non loin du centre de conférence de Ouagadougou. C'est un fils combattant, il est capable de diriger le Burkina Faso. S'il plaît à Dieu, il va le diriger. Chez les 300 participants des assises nationales également, eux qui sont réunis depuis ce vendredi matin pour désigner justement le futur président de la transition. Chez nous, c'est Ibrahim Traoré qui est notre président, puisqu'on l'a attendu depuis fort longtemps. Nous avons voulu un jeune qui sera à la tête de ce gouvernement, qui va réformer tout pour le mener à zéro, pour la stabilité de ce pays. Quand on fait un coup d'État, on doit quand même avoir le courage de l'assumer. Je pense que nous allons soutenir donc le capitaine Ibrahim Traoré, le maintenir à la tête de notre nation. Des représentants politiques, militaires, mais aussi religieux qui, à l'unanimité, ont mis fin à un faux suspense en choisissant Ibrahim Traoré. Conformément à un article de la charte de transition, elle aussi au menu de ces assises nationales, le capitaine putschiste restera en poste jusqu'aux élections prévues en 2024. Ensuite, il sera déclaré inéligible. Ibrahim Traoré avait pourtant affiché sa volonté de ne pas être nommé à ce poste. Récemment encore, il disait être juste là pour expédier les affaires courantes. Malgré son jeune âge, 34 ans, beaucoup dans le pays le considèrent comme l'homme de la situation pour faire face à l'insécurité grandissante. C'était d'ailleurs la raison principale invoquée pour justifier le putsch du 30 septembre. En 7 ans, les attaques de groupes armés ont fait des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés au Burkina. Plus de 40% du pays échappe aujourd'hui au contrôle de l'État, notamment à la frontière avec le Mali et le Niger. La menace djihadiste se profile à la frontière entre le Niger et le Bénin. Cette zone était jusque-là à l'abri des violences djihadistes qui endeuillent le Niger depuis des années. Mais elle est désormais également confrontée à cette menace. À la frontière entre le Niger et le Bénin, le calme semble revenu, d'apparence en tout cas. Il y a quelques semaines, un attentat a bouleversé les habitants. Des hommes armés se sont attaqués à un poste de la douane de Malanville, commune béninoise la plus proche du Niger. 2 personnes avaient été tuées. De l'autre côté de la frontière, à Gaïa, c'est l'inquiétude qui règne. Nous vivons avec la peur parce que le mal qui arrive à votre voisin vous affecte forcément. Nous voulons que les autorités anticipent avant que cela n'arrive chez nous. Les Nigériens attendent beaucoup du pouvoir en place, soumis à une menace permanente. Malgré le danger, les autorités relativisent. Elles assurent qu'elles sont au travail. Le défi sécuritaire est là, mais jusqu'ici, Dieu merci, on dort bien, on se réveille bien. C'est une menace, elle est réelle, nous nous en tenons compte. Et nous avons exprimé ça aux plus hautes autorités du Niger. Et des dispositions sont prises pour que le département de Gaïa soit épargné. Pour le président du Niger, le problème vient de l'extérieur. Il accuse les djihadistes de se fournir au Nigeria en carburant et en logistique pour traverser le Niger, notamment à la frontière avec le Bénin, et rejoindre le Mali. Dans un discours, le chef de l'État nigérien a réaffirmé sa solidarité avec le Bénin. C'est un partenaire commercial important et quand nous savons les agissements de ces forces et leur velléité d'ouvrir des fronts de l'autre côté, nous sommes sommés, nous aussi, de prévenir des événements de ce genre. Jusqu'ici, la frontière entre le Niger et le Bénin était à l'abri des violences djihadistes qui endeuillent le Niger depuis des années. Une tranquillité désormais révolue. Revenons au Togo et clap de début de la 2e édition de la Fabrique de fiction du 14 au 22 octobre 2022. Le patrimoine urbain sera au cœur du processus de création artistique. Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Esther Laclé. 4 lieux emblématiques de la ville de Lomé ont inspiré 8 artistes dans l'écriture dramatique et dans leur création théâtrale. Il s'agit du Carrefour de Lyon,
du musée Paul Haï, de la maison Atigan et de l'hôtel de la Paix. Des endroits pleins d'histoires qui seront racontés au public du 14 au 22 octobre prochain. La Fabrique de Fiction, c'est un festival de théâtre qui va même au-delà de l'idée du festival, c'est-à-dire qui dépasse le temps des festivités ou de la célébration. On fait venir des équipes d'acteurs, d'actrices, de scénographes, de metteurs en scène qui s'emparent de ce texte-là qui a été inspiré du lieu choisi pour mettre en scène la pièce, jouer dans le lieu pour lequel la pièce a été écrite, de façon à inscrire le territoire urbain, les lieux choisis dans la fabrication théâtrale et dans l'imaginaire collectif. Pour cette 10e édition, le festival fait un grand bond grâce à nos appuis financiers, grâce à nos partenaires. Nos attentes à la fin du festival, c'est de réussir à proposer aux gens, dans les lieux qu'on investit, de participer à ce processus, de vibrer ensemble le temps d'une représentation. La production d'un objet artistique demande aussi que des moyens, et que ce sont des moyens qui sont redistribués sur les territoires. Les 8 artistes professionnels venus d'Afrique et d'Europe ont mis 1 mois pour monter leurs pièces. La 2e édition de la Fabrique de Fiction se veut un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences entre les artistes africains et d'autres continents. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre, le concert party Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de nuit sera présentée par Abidé Nyassimbi. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.